nous vous avons créé en peuple et en nation afin que vous vous connaissiez. C'est-à-dire que le métissage est une injonction coranique. Donc déjà, les Arabes étaient destinés à se mêler à tout le monde. Donc il n'y avait plus de sémites. Mais les Juifs de leur côté, qui revendiquent haut et fort ce nom de sémites, ben, ils ne sont pas plus sémites que les Arabes maintenant. D'autant plus que historiquement, si on prend les Ashkénazes qui sont, on le sait, issus des Khazars, qui exactement, sont un peuple de tout l'Est, à fait, des Caucasos, rien à voir avec le Proche-Orient. Des Caucasos ottomans. Voilà, qui sont plus... Même du point de vue de leur ADN. Hein. Oui, voilà. Ils n'ont rien de sémite. Ils n'ont rien de sémite. Non, voilà, mais ils ont adopté le mot. Et pour moi, c'est un hold-up. Ouais. C'est vraiment un hold-up sur un mot. Et donc, étant donné qu'il n'y a pas de sémite, ni arabe, ni juif, Dieudonné ne peut pas être antisémite. Voilà, parce que cette notion-là, elle est reconnue, je veux dire, d'un point de vue judiciaire, là, ils ont reconnu antisémite, vraiment que... Non, ils l'ont imposé. Ils l'ont imposé, c'est pas qu'elle est reconnue, elle est imposée. Elle a imposé, voilà, parce que quand il est condamné pour injure raciale, c'est bien qu'on reconnaît qu'il a une race, quelque part, qu'il a été offensé. Donc on reconnaît implicitement, on va dire, la racialité de la nation juive. Absolument. Oui, mais bon, mais même Netanyahou maintenant veut que ce soit inscrit dans les tablettes de l'histoire maintenant. Mais maintenant, il veut que Israël ne soit qu'un peuple juif. Et donc, ça veut dire que sémite. Donc, une race. Une race. Ouais. Voilà. Et ça, c'est quand même ce qui a été combattu chez Hitler, que je sache. C'est quand même cette pureté de la race qui a fait tant de morts et tant de drames en Europe. Oui. Voilà. Alors voilà, c'est le grand paradoxe. Le grand parallèle entre le sionisme et le nazisme, c'est de défendre l'idée d'une espèce de race pure. Parce que c'est quand même, quand la justice française elle condamne pour injure raciale sur ces propos-là, elle se fait, quelque part, elle cautionne cette idée-là, quoi. Absolument. Et ça, c'est accepté. Parce que, alors, il y a pas, j'ai jamais eu... C'est tellement accepté qu'il y a une loi Guesso. Il y a une loi Guesso, oui. Quand même. Qui estampille les gens de sémites alors que le sémite n'existe pas. D'accord. Et donc là, la loi sur laquelle on condamne Dieudonné à chaque fois les injures raciales, c'est quoi? C'est la loi Pleven, c'est ça? Oui, je pense que c'est la base, il y en a que deux. Il y a celle de 72, la loi Pleven, et Perben aussi. On a en fait des périphrases juridiques. Hein. Non, mais c'est des améliorations qui à chaque fois aggravent, en fait. Aggrave les inculpations, aggrave les peines, aggrave tout. Il me semble en France, il n'y a que 3 lois sur le racisme. Il y en a une de 1936, il me semble, pour les injures raciales, etc. Une loi simple, c'est pas ça, non? Non, je n'ai pas les dates. Non. Attends. Il y a tout ce qui touche à la presse, la loi de 1981, les injures, les diffamations. Voilà, on peut déjà balayer pas mal de choses derrière ces articles-là. Ensuite, sur les lois spécifiques. Sur les problèmes, bon, après la Seconde Guerre mondiale, moi, je me rappelle qu'il y a la loi Pleven 1972, la loi, il y a Perben, et puis il y a eu la loi Guesso du 13 juillet 1990, sur laquelle on reviendra, qui interdit de contester une loi contre le négationnisme. Les injures raciales, avant, il était interdit juste les injures raciales, puis après Pleven, ça a compliqué. Oui, au fur et à mesure. On a compliqué au fur et à mesure. Avant, c'était juste les injures raciales qu'on disait. Non, il y a un dispositif spécial qui est fait pour l'antisémitisme. Voilà, c'est ça. C'est ça, ouais. Et c'est ça qui fait, à mon sens, la discrimination. Oui, parce qu'après, comment distinguer l'antisémitisme? Parce que, comme vous avez expliqué, quelqu'un il dit quelque chose, il a le droit, et puis l'autre il le dit, il n'a pas le droit. Voilà. Donc, voilà. Et moi qui suis sémite, soi-disant, mais je ne le reconnais pas, on peut m'insulter, mais ça ne sera pas de l'antisémitisme. Oui, voilà, c'est pas reconnu. Non. Parce que même l'islamophobie, comme on dit, c'est pas reconnu, ça? Non. Et d'ailleurs, on nous le dit à chaque fois. Chaque fois que quelqu'un dit islamophobie, on dit « Ah oui, mais c'est pas prévu par la loi, ça ». C'est quand même extraordinaire. Voilà. C'est assez extraordinaire. Alors, il y a eu quoi encore comme condamnation de Dieudonné pour juste avant la pause qu'on envoie je pense. Alors, où on en est? Donc, on a fait le point sur les Juifs. Alors là, c'était comme 2002. Hein, c'était en 2002 que ça a été ça fait déjà C'était même avant l'affaire Fogiel. Hein, c'était dans Lyon, capitale. Des Juifs. Voilà. Des Juifs, c'est une secte, une escroquerie. Voilà. Ensuite, alors l'autre condamnation qui interviendra.
les négriers, bon, on a dit ce qu'il en était, la pornographie mémorielle. Et puis il y a le Zénith 2008, les faits produits en 2008. Le fait qu'il ait fait venir mon ami Robert Faurisson au Zénith. Alors pardon, il a fait venir donc Robert Faurisson sur scène dans un spectacle, hein, c'est ça. On a tous vu donc ces images, hein, je vous connais, vous l'avez tous vu. C'est pour lui décerner le prix de l'infréquentabilité. Voilà, avec on a vu donc Jackie en tenue de déporté avec un trophée qu'on est venu remettre à Faurisson sur scène. Et puis on a vu donc Monsieur Faurisson faire un petit discours. Et puis bon, rien de répréhensible niveau d'un point de vue de la loi. Et pourtant ils ont tenté. C'est potache. Pour moi c'était potache. C'est une provocation quoi. Oui, bon, on dit que c'est une provocation, mais moi, si je dois prendre les choses à la lettre, je me dis. Monsieur Faurisson étant infréquentable, on lui a décerné le prix de l'infréquentabilité. Donc, on va dire, c'est une lapalissade. C'est une lapalissade. C'est une lapalissade. Donc, après tout, les gens qui le considèrent comme étant infréquentable devraient être contents. Alors, qu'est-ce qui les gêne? Alors, donc, il y a eu cet épisode, et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, évidemment, il y a eu des plaintes, on le sait, l'ICRAF. C'est toujours les mêmes. Toujours les mêmes, hein, les CRIF, CRAF, CRUF, bon, tous les... ils sont tombés dessus. Alors, qu'est-ce qui se passe, là, d'un point de vue judiciaire? Quand même des choses importantes à dire, c'est que Robert Faurisson, du simple fait qu'il est venu, il n'a pas été condamné par la 17e chambre correctionnelle, mais relaxé. Il a été relaxé. Et ça, c'est une chose qu'on ne dit pas. Il a été relaxé, lui. C'est Dieudonné qui a été condamné. Par contre, le même jour, il y a l'affaire Dieudonné. C'est extraordinaire. Robert Faurisson a été relaxé parce que sa présence en elle-même, en plus, moi je me rappelle parfaitement ce qu'il avait dit, il a dit, écoutez, je n'ai pas la loi m'interdit d'exposer ce qu'est le révisionnisme. Il a dansé, c'est tout ce qu'on l'a vu faire. Et ce que je voulais dire, c'est que même là, il y a un contresens très très important, et je sais de quoi je cause, parce que, en définitive, très peu de personnes savaient que Robert Faurisson allait venir, et je dois dire que dans cette affaire-là, Dieudonné m'avait demandé d'organiser une sorte de pléiade, de gens infréquentables. On aurait dû faire les premières quenelles. Il n'y avait pas que Faurisson qui aurait dû être invité ce jour-là. Il y avait 5-6 autres personnes infréquentables. Mais comme je le dis dans le livre de Zorin, c'était difficile à régler parce qu'il y avait des susceptibilités, il y avait des gens qui avaient un certain ego qui ne voyaient pas la chose. Ce qui fait qu'à un moment donné, après avoir contacté au moins 5-6 personnes qui par la suite se sont illustrés comme queneliers, mais il n'y avait que Robert Faurisson qui répondait présent. Je m'enverrais toujours dire à Dieudonné, Dieudonné, on fait quoi? Parce qu'il va y voir que lui, ça pourrait être mal interprété, mal compris. Bon, et puis à la réflexion, on s'est dit, et alors, et après? Bon, ça a été mal compris, mais normalement, en 2008, ce qui ne s'est pas fait, c'est ce qui sera l'année suivante, en 2009, à Saint-Lubin-de-la-Haye. Ça sera les véritables quenelles, et entre-temps, on aura créé une association, l'association des arts de la subversion. Bon, donc ça, c'était quand même à dire, parce que on n'avait pas envisagé de faire une sorte de show Robert Faurisson. Alors Dieudonné, par contre, la condamnation de Dieudonné, qu'est-ce qui lui a été reproché? Justement, voilà. Et je suis stupéfait parce que tu me dis, Faurisson est relaxé, Dieudonné est condamné. Alors déjà, il y a quelque chose que je comprends pas. Il lui a été reproché, alors je n'ai plus les termes exacts, mais bon, Dieudonné a pris la parole, a dit, écoutez, lorsqu'il y a eu le Zénith, dans je ne sais plus quelle année, je ne sais plus laquelle, c'était peut-être 2 ans auparavant, on m'a dit, j'ai entendu dire que c'était le plus grand meeting antisémite depuis l'entre-deux-guerres. Ça avait été dit par BHL. Bon là, il a fait un petit pied de nez à BHL et il lui a laissé entendre, écoute, je vais essayer de monter la barre un petit peu plus haut. Voilà ce qui lui a été reproché d'avoir fait de la surenchère, c'est que ça. C'est que ça qui lui a été reproché. Et il a été condamné d'une manière rigoureuse dans cette affaire. Mais oui, mais quand on reprend... C'est tout. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, toute forme, on se sert du second degré. Voilà, exactement. N'importe quelle parole. N'importe quelle parole, mais à ce moment-là, on peut être condamné tout le temps. C'est-à-dire n'importe qui pourrait être condamné tout le temps, en théorie. Non, mais je crois que le là juridique était donné avec l'Assemblée plénière en février 2007. C'est un cours de cassation. Ce que nous disait le méthanol tout à l'heure. C'est une autorisation à condamner.
Autorisation à condamner pour c'était un permis. Voilà, c'est ça, n'importe quel prétexte. Parce que là, ce qui est incroyable, donc Forisson relaxé, Dieudonné condamné sur un mot où on dit oui, là, il a voulu... Bah oui, il dit, écoutez, bon, alors comment je peux me dépasser? Comment je peux faire mieux? Attendez, vous me dites que il y a 2 ans, ça a été le plus grand meeting antisémite. Ah bon, comment je peux faire mieux encore cette fois-ci? Mais c'était une pirouette, c'était de la plaisanterie. Il faut dire les choses comme elles sont. C'était pas chercher à inciter, c'était pas vouloir inciter les gens à la haine. C'est absurde. Bon, en plus, inciter les gens à la haine, rien que ça, moi je trouve cet intitulé de la loi, il est un peu bizarre parce que inciter quelqu'un à la haine, c'est quoi? C'est dire la haine, c'est rentrer dans sa tête. On n'a pas de cerveau, on ne peut pas réfléchir. C'est quoi Dieudonné? On prend les gens pour des imbéciles. Ah oui, c'est ça. Ouais, parce que j'ai jamais trop compris l'intitulé inciter à la haine raciale. Comment j'incite à la haine raciale quelqu'un? Je sais pas, avec des mots surtout en plus comme ça. Je comprends pas quoi. Donc, non, mais quand on veut noyer son chien, on l'accuse de la rage. Ouais. Donc voilà. Donc en tout cas, d'accord, on comprend mieux, parce que ça aussi c'est un épisode qui était sur l'histoire de la Cour de cassation, donc il y a eu vraiment une décision pour expliquer maintenant il faut le condamner quoi qu'il arrive. Voilà, quoi qu'il arrive et quoi qu'il fasse, et n'importe quel mot. N'importe quel mot. Ouais, puis, y compris à des jours de prison, ou des, comment on appelle ça, les condamnations. Non, où ils payent, où ils vont en prison. Les journées amendes, là, on aborde chez Ananas, mais on va peut-être faire une pause. On va faire une pause d'abord, mais on va en parler. Ah bah oui, bah tiens. Ah non, chez Ananas, on va chanter même peut-être. Là, chez Ananas, ah bah on n'a plus le droit. Ah bah non, attends, nous on peut plaisanter quand même un peu, non? Même TV en ce moment. Même si j'aime Monsieur Forisson, je sais que je n'ai pas le droit d'exposer ses idées. J'ai le droit de dire que je suis d'accord avec lui. C'est mon opinion. On va pas me retirer mon opinion. Oui, enfin... Je vous demande pas de la partager, hein. Je vous demande pas de la partager, j'ai quelle volonté. Ils sont capables de tout. On fait une petite pause. De toute façon, la régie me fait signe que c'est prêt. À tout de suite. On fait la pause. Voilà, donc de retour, toujours avec Pierre Panet et Zora Mailly. Donc avant qu'on puisse se lancer encore pour comprendre un peu les autres affaires de données, il y a quand même une petite précision que vous vouliez apporter. Oui, j'insiste. Pour donner cette précision, c'est que j'ai été constituée par Dieudonné, d'ailleurs à la demande de mon ami Pierre, pour le défendre dans une affaire de prud'homme. C'était un monsieur qui travaillait chez lui, qui prétendait qu'il était salarié alors qu'il ne l'était pas, etc. Bon, bref, j'ai plaidé cette affaire devant le Conseil des prud'hommes et je l'ai gagnée. La personne en question a été déboutée de sa demande et il a relevé appel. Je ne sais pas ce qui est devenu cet appel, toujours est-il que moi j'ai le dossier. Alors, est-ce que Dieudonné continue à me constitué pour l'appel ou non, je n'en sais rien. J'ai toujours ce dossier et il va falloir qu'il se prononce pour dire si je suis toujours son avocat ou pas. D'accord. Voilà. Bon, je tenais à le préciser parce que si certains ont pu penser que je revendique cette qualité d'avocat de Dieudonné pour je ne sais quel intérêt, mon intérêt et mon seul intérêt justement, c'est de défendre Dieudonné quoi qu'il arrive, avec bec et ongle, et même en dehors du fait que je sois son avocat ou pas. Parce que c'est par conviction, et c'est parce que j'estime qu'il a raison. Voilà, au moins une petite mise au point un peu plus claire. Voilà. Alors, pour continuer donc sur ces affaires, donc on a vu l'étendue, donc les propos Arthur condamné, la pornographie mémorielle, l'affaire avec Forisson, et puis on arrive. Alors il y a une autre affaire célèbre évidemment, c'est Chaud Ananas. Alors Chaud Ananas, hymne célèbre, tout le monde le sait ici, vous le savez tous, Chaud Ananas, la chanson, la reprise un peu de cette chanson d'Annie Cordy. Alors, il a été attaqué et il a été condamné pour cette chanson. Et là, tout le monde a été stupéfait parce que, c'est quoi la base? Et semble-t-il, alors, on vous a expliqué l'affaire, mais il semble que c'est Carlos qui avait écrit la chanson, c'est ça, on avait désigné Carlos, alors exprès j'imagine pour embêter un peu les autorités, puisque Carlos il est quand même il est en prison et donc c'est très difficile effectivement de l'avoir dans l'affaire, et en tout cas c'est lui qui a écrit cette chanson et que ça n'a pas été accepté quoi, c'est-à-dire tout le monde a été condamné.
Mais moi, je pense que ça procède aussi de la même chose dont on est en train de parler tout à l'heure. C'est que quelle que soit la chose que dise Dieudonné, étant donné qu'il y a eu cette autorisation de condamner qui a été donnée par la Cour de cassation, eh bien, il est condamné pour tout et pour n'importe quoi, tout simplement. Moi, c'est mon opinion. Hein. Ouais. Donc voilà. Il a été condamné pour cette chanson Chouananas. Alors, oui, alors Pierre va en parler mieux. Alors, Pierre, parce que moi, en fait, je n'en ai pas parlé du tout. Vrai, oui, non, c'est vrai, on n'en parle pas. Non, j'en parle pas parce que j'ai trouvé que c'était stupide. Ah oui, mais voilà. Bon, malheureusement... Ben oui, moi, je partage à 100% ce moi, j'étais pas là pour faire l'inventaire de ces condamnations. Non, surtout que le livre, c'est pas un livre, c'est pas des développements juridiques. On veut simplement... je pense que ce que dit Zora... oui, elle a toujours été vis-à-vis de Dieudonné, je dis, elle a donné non seulement sa plume, mais elle a donné son cœur. Bon, et puis je la connais, je peux même dire dans quelles circonstances j'ai rencontré, parce que ça m'amène à parler de mon ami Carlos, parce qu'en 2010, quand sort le film de Canal+, le film, comment il s'appelait déjà Le Chacal. Non. Sur la vie de Carlos, oui. Carlos, il s'appelle Carlos, le film. Assayas. Je sais pas, moi, ce film... C'est un documentaire. Non, c'est documentaire. Mais non, c'était vraiment... Oui, c'est un film. Moi, je l'ai vu, c'est un film. Alors, quand moi, j'ai vu, avant qu'il ne soit diffusé, ce battage... Je ne l'avais pas vu, bien sûr, le film, et je me suis dit, c'est une opération de propagande. Et je me suis dit, l'idée m'est venue. Hein. Je pense que l'idée, peut-être pas seulement à moi, mais c'était qu'on fasse un débat sur qui est Carlos au théâtre de la Main d'Or, et ça a eu lieu en 2010. Ouais. Alors je suis entré en relation avec Maître Coutempère, qui, lors de cette réunion qu'on a faite, est intervenue par téléphone, et puis elle m'avait dit que Zora Mahi avait eu à connaître aussi d'affaires à défendre Carlos, et puis que voilà, elle était toute disposée à venir, et en effet Zora Mahi est venue. Et c'est là qu'on a lancé l'idée de créer un comité de soutien à Carlos. Alors à partir de là, moi j'ai demandé l'autorisation de pouvoir rendre visite à Carlos. C'est vrai qu'auparavant, j'avais aussi demandé l'autorisation de rendre visite à un autre détenu, Gueff, hein, qui est en quelque sorte un co-détenu avec Carlos. Hein, ce qui m'amène à ouvrir la parenthèse. En fait, c'est Carlos, mais c'est pas que Carlos, c'est aussi d'autres détenus, dont Germain Gueff, qui purge une peine de longue durée. Donc je suis entré en contact avec eux, et c'est vrai que non seulement on peut dire le script, si l'on veut, de Chouananas, c'est eux qui l'ont pratiquement, qui l'ont la gestation, c'est eux. De même que, alors là, moi je me reverrai toujours quand, lors d'une visite, parce que je vais voir Germain Gueff, l'idée de la quenelle concernant, je ne sais même plus à chanter, on la glisse la quenelle à Hollande, c'est lui qui me l'a fredonné en me disant sur l'air du chant des partisans. Et donc j'ai rapporté le propos à Dieudonné, et bon voilà, et donc Dieudonné a décidé de donner une certaine publicité à l'idée qui était celle de Germain Gueff, mais Germain Gueff est bien l'auteur, ça je peux l'affirmer, parce que il ne me l'a pas dit dans le creux de l'oreille, il l'a chanté à tue-tête. Bon, mais j'ai bien compris que c'était le chant des partisans. Le texte, je l'ai parfaitement compris. Bon, il visait directement le président de la République, qui n'était même pas président de la République, je crois encore. Si, il était déjà. Bon, voilà. Donc, on a là une équipe, on a un atelier d'écriture, fonctionne un atelier d'écriture à Poissy, à la prison de Poissy. Bon, j'espère qu'on me permettra toujours de servir de trait d'union entre Dieudonné et cet atelier d'écriture. Il est extrêmement prolifique parce qu'il produit des choses qui sont vraiment très très intéressantes. Il n'y a pas de doute. La preuve, c'est que, j'allais dire, beaucoup de gens ont repris en chœur, je ne sais pas combien de fois, même s'il peut y avoir 3 000 à 4 000 personnes. Par exemple, c'était à Nantes ou c'était à Strasbourg, ils rechantent la quenelle. Et par exemple aussi, c'est eux qui ont élaboré le scénario du mariage entre 2 détenus, Germain Gueff et Germain Gueff. Ils se sont mariés. Et Dieudonné a été le témoin. Et là, on n'a pas pu empêcher Dieudonné de se rendre à la prison. Je l'accompagnais d'ailleurs, parce que Dieudonné, on lui interdit, et ça c'est une décision prise en haut lieu,
par le directeur de l'administration centrale, mais derrière le directeur de l'administration pénitentiaire, pardon, je crois, mais derrière on sait très bien que c'est le pouvoir politique, Dieudo, il lui est interdit d'aller voir quiconque dans une prison. Ah, mais là, on tombait sur un os, parce qu'en tant que témoin, la loi faisait qu'il fallait qu'il soit là. Alors Dieudonné s'y est rendu, habillé dans une robe de mariée, il est rentré en mariée. Mais là, on l'a pas autorisé quand même. On lui a demandé, on lui a intimé de retirer sa robe de mariée. Voilà, donc, lorsqu'il a été procédé à cette union parfaitement légale, que la loi a voulu, bon, et le livret de famille, mais c'est un chef-d'œuvre le livret de famille, c'est un chef-d'œuvre le livret de famille, parce que on voit les premières pages, alors on voit que Germain Gueff, bon, je sais plus, alors je sais même plus comment je dois l'appeler, si je dois dire Germain Gueff Stranieri, bon, je crois, bon, et alors on tourne les pages, et puis ensuite c'est les enfants, il y a des pages prévues pour les enfants, alors on ne sait pas, alors là on ne sait pas quelle astuce ils vont trouver pour pouvoir enfanter tous les deux en prison, hein, parce que la génétique ne le permet pas encore. Bon, mais la dernière fois que j'ai vu Germain Gueff, j'ai demandé, est-ce que ça tient toujours, mon grand? Il me dit oui, ben non, je ne t'envisage pas de divorcer, parce que écoute, si tu divorces, moi je veux bien à mon tour t'épouser. Donc voilà. Alors chaud ananas, oui, en effet, chaud ananas, c'est pas ce qui est dit officiellement. Oui, ce sont ces détenus, ces co-détenus qui ont eu l'idée. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire? Moi, j'ai suivi chaud ananas et bien sûr la première instance, je crois que c'était 2011 et 2013, la cour d'appel. Je crois que c'est dans cette affaire que j'ai été amené à dire les raisons, mais je reviendrai peut-être là-dessus. Il y a des faits objectifs qu'il faudra dire, qu'il faut énoncer, comme quoi, à travers le comportement de Dieudonné, je ne comprends pas qu'on puisse se traiter d'antisémite. Il y a des faits patents qui existent où, manifestement, Dieudonné, s'il était antisémite, il n'aurait pas pris telle ou telle décision. On reviendra peut-être là-dessus, parce qu'il y a des faits qui n'ont jamais été donnés, sauf moi, si j'ai donné à la justice, mais ils n'ont pas pris ça en compte. Oui. Alors, chaud ananas, il est condamné, mais il y a quand même quelque chose d'énorme, et je pense que ça va être, pardon, je râle le micro, j'aime pas ça, moi. Bon, il y a quelque chose d'énorme, c'est une véritable bombe à retardement, parce que il est dit dans le jugement de première instance, et ça a été confirmé en appel, que celui qui a mis en ligne, qui avait la responsabilité du site, c'était La banlieue s'exprime, et c'était mon ex-ami Ahmed Moualek, qui était à l'origine de ce site. C'est donc sur son site que Chaud Ananas a été mis en ligne. Il a confirmé devant le tribunal d'instance, il n'est pas venu à l'appel, mais devant le tribunal d'instance, il a dit « Oui, c'est moi qui ai pris l'initiative de mettre en ligne sans en référer à Dieudonné. » Bon, voilà ce qu'il a dit. C'était conforme au procès-verbal de police quand il avait été entendu. Seulement, voilà, mes chers amis, qui nous écoutez, et j'espère que ça sera bien entendu et que ça sera largement propagé. Le jugement dit le contraire. Ahmed Moualek s'est rétracté de la déclaration qu'il avait faite à la police. En substance, c'est ça. Cela s'appelle un faux en écriture publique et c'est signé des 3 magistrats. C'est-à-dire qu'Ahmed Moualek, lui, au départ, il a dit c'est moi sur le PV de police. Voilà, sur le PV de police, il a dit c'est moi qui ai mis ça. Il a répété ça. Il le confirme. Il le confirme au tribunal d'instance. Oui. Et pourtant, les magistrats, eux, dans leur compte rendu, ils écrivent le contraire. Alors, et j'ajouterais que la note d'audience, sauf erreur de ma part, elle est signée également du président, elle est signée du greffier ou de la greffière. La note d'audience précise qu'Ahmed Moualek ne s'est pas rétracté, qu'il a confirmé ce qu'il avait dit à la police quand il a été interrogé. Oui. Donc tout repose sur un faux en écriture publique. Je dois dire, ces pièces, nous les avons, elles sont, nous les possédons, ces pièces, nous n'inventons rien, aussi bien le rapport de police que la note d'audience. Quoi qu'il en soit, moi j'étais présent, et d'autres personnes étaient présentes, personne n'a entendu mon ex-ami Ahmed Moualek se rétracter. Donc, alors, la conséquence est celle-là, puisqu'il se serait soi-disant rétracté. Ça voulait dire qu'il y avait eu un donneur d'ordre qui s'appelait Dieudonné. Voilà l'artifice.
Donc à partir de là, bien sûr, Dieudonné était condamnable, alors qu'il n'avait pas lieu de l'être, puisqu'il n'était pas à l'origine de la diffusion de cette vidéo. Suivez-moi bien. Oui. C'est particulièrement grave, une chose comme celle-là. Ça s'appelle un faux en écriture publique, et c'est un crime qui relève de la cour d'assises. Donc, j'ai entendu Ahmed Moalek, ça me suffit, je sais ce qu'il a dit, bien des personnes présentes, puisque la justice s'est rendue au nom du peuple français, sauf dans des cas particuliers, et en audience publique. Nous savons ce que nous avons entendu, mais apparemment, les 3 magistrats étaient sourds, ou, je ne sais pas, ils ont dû se boucher les oreilles au moment où la question... Ils ont posé la question, ils n'ont pas dû écouter la réponse. Parce qu'en plus, ce fait-là, parce que c'est pas anodin, ça veut dire que Dieudonné n'aurait pas pu être condamné, en fait, pour avoir mis... Il ne pouvait pas être condamné. Il ne pouvait pas être condamné, en fait, sur cette affirmation. Il ne pouvait pas être condamné. Oui, complètement, d'accord. Oui, il ne pouvait pas être condamné sur cette affirmation. Quoi, alors voilà, c'est l'histoire de Joanna. Alors, je dois dire, même ce jour-là, bon, c'est là où j'ai fait un témoignage, je reviendrai peut-être là-dessus, c'était pour dire quand même, à travers les faits que moi j'ai pu observer, je crois que Dieudonné, je ne vois pas qu'est-ce qui autorise à le traiter d'antisémite. Mais c'est autre chose. Mais je me rappelle parfaitement que le président m'a demandé... Il ne peut pas être antisémite puisqu'il n'y a pas de sémite. Oui, je suis d'accord. Une petite précision aussi, parce que sur le chat, on me demande par rapport à Carlos, parce que Carlos, évidemment, c'est un personnage qui a été condamné, qui est très polémique, parce que c'est un résistant pour les uns, un terroriste pour les autres. Oui. C'est pour rappeler un peu l'affaire la plus emblématique, mais c'est l'aéroport d'Orly, il me semble, où il tire à la roquette de la terrasse sur un avion de la LAL et ça atterrit sur un avion de la Serbiane, quelque chose comme ça, je crois, compagnie du Goer. Et il récidive, il le fait 2 fois en plus. Ça, il l'a fait, il l'a jamais dit. D'ailleurs, on ne peut plus aller sur la terrasse à Orly, hein, oui, qui rigole, il connaît bien. C'est interdit depuis Carlos, justement. Mais lui, c'est un homme de conviction, c'est-à-dire que chaque fois qu'il a fait quelque chose, il l'a revendiqué. Hein. Oui, il a revendiqué, mais bien sûr. C'est un révolutionnaire. C'est un révolutionnaire, voilà. Je voudrais quand même dire, c'est que j'ai suivi le premier procès devant la cour d'assises spéciale et le procès en appel. Il a été condamné pour 4 affaires auxquelles il a toujours dit, et je suis convaincu qu'il dit la vérité, il est totalement étranger à ces 4 attentats. Et je rappelle que, à ce sujet, j'ai rendu compte du premier procès comme du second, c'est toujours en ligne sur Internet, je ne peux qu'inviter les amis qui nous entendent et qui nous voient à vous reporter à ce qui a été dit, parce que il est démontré qu'il y avait d'autres pistes alternatives que Carlos, seulement elles ont été systématiquement écartées par le juge Bruguière. La démonstration a été faite. La tuerie de la rue des Rosiers en particulier? Non, c'était pas la rue des Rosiers. Là, c'était. Il y a une affaire sur laquelle on l'accuse. Un attentat sur un TGV. Voilà. Il y a le TGV Toulouse. Voilà. C'était l'attentat de. Non, c'était l'attentat de. Attendez, là, je suis un peu fatigué. Bon, bon, je sais qu'il y a Marseille et il y a 4 affaires. On l'accuse d'avoir tué un policier aussi, c'est ça? Non, ça c'est encore une autre affaire. C'est encore une autre affaire. Ça n'a rien à voir, non. Mais ça, le policier, il dit oui. Hein. Mais oui. Et avec l'autre, avec le traître libanais, là. Non, mais ça, je sais qu'on a du mal. On fera peut-être un jour une émission spéciale. Pourquoi pas. Que depuis quelques temps, donc voilà, je sais pas qu'est-ce qu'il y aurait. En tout cas, c'est pour resituer un petit peu, par rapport à Carlos, pour ceux qui connaissent pas. Il y a quelque chose là qui ne tient pas la route du tout. Juridiquement, ça tient pas la route. Une condamnation. Est-ce qu'il y a eu une déclaration, lui, Ahmed Moalek, il est au courant de ça, qu'il y a eu un faux sur sa déclaration? Le problème, c'est que depuis, je ne sais plus combien de temps, Ahmed Moalek, j'allais dire, il a changé. Si, moi j'ai essayé de maintenir le contact. Si. Il a tourné sa veste. Que j'ai maintenu le contact jusqu'à ce qu'il cesse de me rappeler. Et bon, il sait très bien quelle est ma position. Moi, je lui ai dit que je ne comprenais pas pourquoi il était à ce point, qu'est-ce qui lui avait pris, que je ne pouvais pas le suivre dans la dénonciation qu'il faisait de Dieudonné. Voilà, que je me sentais... Non, je ne pouvais pas le suivre. Et moi, je tiens à dire, je lui ai reposé la question, je lui ai dit, Ahmed, on est bien d'accord, c'est ce que tu as dit le jour du procès. Il me dit, oui, il me dit, c'est vrai. Bon, donc je donne acte sur cette affaire. Ahmed Moalek a été d'une grande intégrité morale.
Donc je lui en suis reconnaissant et faut le dire. Voilà. Donc oui, les choses sont... Donc il y a eu un faux. Alors aussi, j'ai une question, parce que c'est vrai qu'on me l'a posé tout à l'heure, on me dit, mais c'est vrai, la Cour européenne des droits de l'homme, elle est quand même... Oui. Ah oui, mais il faut épuiser tous les moyens. Oui, c'est-à-dire qu'il faut aller jusqu'à la Cour de cassation, et c'est une fois que la Cour de cassation est dépassée qu'on peut aller devant la Cour européenne. Et toutes les affaires ne sont pas arrivées à ce stade-là. D'accord. Oui, c'est ça. Je crois qu'il y a... Alors là, j'ai un doute, on n'arrive pas à tout suivre, parce que, bon... je crois qu'il y a un recours qui est pendant. S'il y en a un, il se peut que ce soit pour... Mais ça je vérifierai. Ce serait pour suite à l'arrêt d'assemblée de la Cour de cassation. Mais je ne suis pas sûr que ça a été fait. Moi, je ne connais pas du tout. Moi, je suis un avocat mineur. Je m'occupe que des prud'hommes. Donc ça, ce sont des choses que... Non, en même temps, on est quand même très sceptique quant à l'issue. Quant à une recevabilité, des droits de l'homme, bon... Ce sont quand même des gens qui sont en rapport les uns avec les autres. Ce sont des États. Ouais. Donc la raison d'État... Ce sont des juges nommés par l'État eux-mêmes qui vont siéger là-bas. Donc il y aura la raison d'État et puis voilà. Hein. Ouais. Enfin, moi, j'ai pas beaucoup d'espoir de ce point de vue-là. Alors, sur Choananas, donc condamnation, appel. Alors, c'est en appel. Ça a été jugé. L'arrêt a été rendu. Alors, en première instance, il a été condamné aussi. Condamné, oui. En deuxième, condamné. Confirmé, d'accord. Et même dans l'appel, je crois me rappeler que l'avocat général, c'est-à-dire le représentant du parquet, demandait des jours de prison, là, je crois. Carrément, dans la deuxième. Bon, ce que le tribunal... De toute façon, maintenant, ils vont se mettre à serrer la vis. Hein. Ah ouais. Ils voudront être de plus en plus sévères. Il y a des autres exemples de condamnation pour une chanson, parce que quand même, on est stupéfait. Oui, mais comme je vous ai dit, une fois que vous avez l'autorisation de condamner, vous condamnez pour tout. Il s'agit de l'écraser. Il s'agit d'ailleurs, beaucoup de gens ont dit il faut le piétiner. J'ai entendu ça. Ouais. J'ai entendu Tesson qui disait qu'il faut... faut l'exécuter en place publique. Mais ça, il a le droit, lui, de le dire à la télé. Ben oui. Et puis, même le bâtonnier qui demandait aussi qu'on le condamne durement. Ouais. Même Madame Taubira. Bah oui, et quand il y a l'autre, par exemple Pascal Elbé là, qui dit Pascal Elbé, lui casser la gueule, ça c'est de la menace publique ou pas? Non, c'est normalement c'est condamnable. Tout ça c'est des menaces et en plus elle est plus que publique. C'est à la télé, tout ça. C'est tout l'univers. Mais ce que je voulais dire, c'est que dès l'instant où je dis quelque chose systématiquement, le parquet ouvre, le parquet comme on dit, il se saisit, ou s'il n'est pas saisi, c'est vrai qu'il subit de telles pressions de la part de qui vous savez, que oui... Mais même après c'est de la surenchère, chacun veut y aller de son petit procès. Et donc ça se passe toujours comme ça. En revanche, moi je suis quand même très étonné que Philippe Tesson, après ce qu'il a dit, le parquet n'a pas bougé. Je n'ai eu connaissance que d'une réaction du Conseil supérieur du viol, ça s'appelle comme ça. C'est ça, ouais. La CSA qui en effet là... Ah, il a mis un petit haut là en disant... Non, oui, mais léger. Une petite réprimande. Très léger, le producteur... Comme on dit en justice, le rappel à l'ordre, quoi. Moi, je dirais une admonestation paternelle. Admonestation paternelle, voilà. Non, mais c'est scandaleux, parce que dire... Non, c'était une exécution par un peloton militaire. Oui, c'est ce qu'il a dit, en place publique. C'est un appel au meurtre. C'était sur radio... Ah bah c'est un appel au meurtre, clairement. C'est un appel au meurtre. C'est un appel au meurtre, oui. Il y en a d'autres qui ont appelé au meurtre aussi. Alors ça, pareil, ces gens-là sont absous apparemment. Alors donc, Choananas, c'est en cassation d'ailleurs aussi cette affaire, il a fait appel de donner, non, je sais pas, même pas sûr, d'accord. Il y a une affaire qu'on n'a pas évoquée, c'est l'ALICRA qui l'a poursuivi parce qu'il avait qualifié l'ALICRA d'officine israélienne. Ah, oui. D'accord. Oui, alors là, moi j'ai suivi cette affaire-là, elle a eu lieu à Reims, parce que c'était une déclaration qu'avait faite dans un journal régional, parce qu'il allait jouer à Reims. Alors, il a été condamné en première instance, et je me rappelle aussi de l'appel. Alors l'appel, c'était vraiment une sorte de... Comment dire? C'était d'une désinvolture inouïe, parce que Jacques Verdet, qui s'était spécialement déplacé d'Aurillac, on ne lui accordait, je crois que c'est 15 minutes, il y avait 15 minutes accordées à chacune des parties, voilà, ça n'avait pas de sens. En plus, j'étais venu pour apporter un témoignage, bien évidemment, mon témoignage n'a pas été entendu. Donc ça a été traité à la vite, et surtout, alors là, moi, ce que j'ai trouvé particulièrement choquant,
c'est que à la cour d'appel, l'avocat général qui requérait, une fois qu'il a terminé ses réquisitions, n'a même pas daigné écouter ce que maître Jacques Verdier tenait à dire. Il était en train de pianoter sur son ordinateur. J'ai trouvé, aussi bien en première instance que la cour d'appel, les magistrats avaient un comportement absolument condamnable. Hein. Même quand j'ai été entendu comme témoin en première instance, j'ai été traité d'une manière... voilà. Donc, Reims, alors, il est condamné. Qu'est-ce qu'il y avait de répréhensible? Dire que la LICRA est une officine israélienne. Oui, il n'y a pas d'injure, il n'y a rien, on peut rien dire, quoi. C'est-à-dire, parce que dire ça, quand bien même ce serait, allez, si j'ose dire faux, en quoi ça tombe sous le coup de la loi? Parce que je peux me tromper, je peux machin, enfin, je sais pas. Mais à chaque fois, c'est la surprise. C'est stupéfiant. Il a été condamné donc pour cette phrase. La LICRA est une officine israélienne. C'est-à-dire, il n'y a aucune injure, il n'y a rien. C'est pour ça que je vous dis qu'à chaque fois qu'on touche à Israël, à tout ce qui est israélien, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Et en réalité, même Dieudonné, s'il ne s'était pas attaqué au problème palestinien et donc à la façon dont le gouvernement israélien se comporte à l'égard du peuple palestinien, ça n'aurait pas posé autant de problèmes. Ouais, en réalité, c'est ça. C'est la politique israélienne. C'est dès qu'on touche, parce que là, il y a quand même... Voilà, cette affaire-là, elle est assez emblématique, c'est vrai, j'ignorais, je me rappelais plus. Mais parce qu'il y a le mot israélien. Parce qu'il y a le mot israélien, quoi. C'est officine israélienne. Absolument. C'est-à-dire, demain, on condamne, on dit, par exemple, oui, il existe un lobby juif en France, on serait condamné pour... on va y venir. Ah si vous dites lobby israélien, ça sera encore pire. J'ai le droit de deuxième couche. Ah oui, oui. Alors après cette affaire, alors là, affaire stupéfiante encore, hein, voilà, ouais, l'ICRA, qu'est-ce qu'il y a encore qu'est-ce qu'il y a encore? Comment ça faire? Moi je voudrais quand même dire les juridictions administratives et ce qui s'est passé au Conseil d'État. Ce qui s'est passé au Conseil d'État. Ce qui s'est passé. Avant l'affaire, Patrick Cohen, c'est peut-être avant Patrick Cohen. Patrick Cohen. Alors Patrick Cohen, Dieudonné a dit, ou aurait dit, enfin je sais pas, moi je ne l'ai pas entendu, mais il aurait dit à Patrick Cohen, les chambres à gaz, bon, point de suspension. Ça veut dire qu'il aurait voulu, bon. Enfin on en a déduit qu'il voulait que Patrick Cohen meure dans les chambres à gaz. Seulement, en disant ça, Patrick Cohen était en vie et les chambres à gaz n'existent plus. Donc de toute façon, c'était une vue de l'esprit, et c'était même une plaisanterie, comme vous dites, au premier, deuxième, troisième degré. Et c'est là que ça a déclenché toute cette véhémence, et c'est ça qui a déclenché donc la fameuse déclaration de M. Valls, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur. D'accord. Il faut dire aussi pourquoi Dieudonné avait dit cela. C'est que préalablement, Patrick Cohen avait dit que Dieudonné, je crois, avait le cerveau malade. Un cerveau malade, oui. Bon, oui, et puis il avait dit aussi à Tadei, comment se fait-il que vous invitez des gens comme ça, comme Alain Soral, des cerveaux malades, Dieudonné, Alain Soral et quelqu'un d'autre, Tariq Ramadan. Et Tariq Ramadan, Et Tariq Ramadan.